Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Beaucoup de gens semblent croire que l'humanité pourrait exterminer la plupart des plantes et des animaux qu'il y a sur Terre sans en souffrir. Eh bien, c'est faux. Pour vivre et pour survivre, nous avons absolument besoin des forêts, des océans et des terres qui fabriquent notre air, notre eau et notre nourriture. C'est le monde vivant qui, au cours des 4 derniers milliards d'années, a rendu la planète habitable en l'empêchant de revenir à son état naturel, c'est-à-dire à quelque chose qui ressemblerait à la surface morte de la Lune ou de Mars. Oui, c'est vrai, pendant plus de 3 milliards d'années, il y a eu seulement des bactéries sur cette planète. Mais on ne peut pas rêver de revenir à cette époque-là, étant donné que nos poisons industriels tuent tout ce qui vit, y compris les bactéries. Nous avons tellement pollué nos environnements naturels que nous avons commencé à modifier le climat. Le fait que l'ONU ait déclaré qu'il y avait 5 fois plus de tempêtes et d'inondations de nos jours qu'en 1970 montre que nous avons également commencé à perturber le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est le système naturel de circulation de l'eau qui, depuis 4 milliards d'années, a permis de faire disparaître les poisons naturels qu'il y avait sur la planète en les transportant des continents vers les océans où ils étaient enterrés. Or, de nos jours, depuis 250 ans, l'humanité avec sa révolution industrielle déterre tous ces poisons-là et les répand un peu partout, en y ajoutant au passage toute une foule de produits toxiques contre lesquels la nature n'a jamais eu à lutter. Pire, avec notre tout à l'égout, nous nous servons désormais du cycle de l'eau pour nous débarrasser de nos déchets dans les océans qui, du coup, sont en train de mourir. Les pays nouvellement industrialisés sont les principaux responsables de cette pollution, étant donné que les 2 tiers des déchets de plastique qu'on trouve présentement dans les océans proviennent d'une dizaine seulement de pays émergents, tous des pays qui sont en forte croissance. Ça, c'est très préoccupant, étant donné que personne sur cette planète ne contrôle ce qui s'y passe. Surtout pas nos dirigeants politiques qui sont complètement dépassés par la variété, l'ampleur et surtout la rapidité d'événements que de toute façon ils ne comprennent même pas. Ces gens-là sont tellement inadaptés à leur époque qu'ils continuent tous de parler de croissance économique alors que la planète est en train de mourir de pollution. Ils ne se sont même pas rendus compte du principal événement des dernières décennies, à savoir l'effondrement ultra rapide de la natalité dans les pays du Sud. Autrement dit, le reste de l'humanité a compris d'instinct que l'avenir c'était la décroissance et eux continuent à faire tout ce qu'ils peuvent pour que la bourse, par exemple, continue à monter. C'est eux qui augmentent présentement les gaspillages et les déséquilibres de l'économie mondiale en maintenant artificiellement les taux d'intérêt à presque zéro, ce qui permet à une foule de spéculateurs totalement improductifs de s'enrichir à milliards en empruntant et en investissant de l'argent qui ne leur coûte rien ou presque. C'est devenu systématique. Quand nos dirigeants se rendent compte que quelque chose de vraiment massif est en train de se produire sur la planète, ils font aussitôt semblant d'en être les responsables. Par exemple, en Chine, le Parti communiste au pouvoir a récemment déclaré qu'il avait décidé de construire une ville de 150 millions d'habitants autour de Beijing et 2 autres villes de 80 millions d'habitants autour de Shanghai et autour de Canton, alors que ces événements-là se seraient produits de toute façon, quoi qu'ils disent ou fassent. Notons que quand on fait face à des mouvements aussi gigantesques et incontrôlables, il est relativement facile de prévoir l'avenir étant donné que rien ni personne n'est alors en mesure de les arrêter. Cette remarque est tout à fait générale. Si, par exemple, on peut prévoir à la seconde près le moment où le soleil se lèvera le 1er janvier 2050, c'est parce que d'immenses masses et d'immenses quantités d'énergie sont en jeu. Si on peut prévoir qu'un train hors contrôle qui dévale une pente à toute allure finira par dérailler à la première courbe, c'est pour la même raison, etc. Dans le cas des environnements naturels qui nous font vivre, leur effondrement est tellement évident qu'il est possible de faire certaines prédictions démographiques absolument certaines, du moins à l'échelle du globe. Ce que nous apprend l'histoire des civilisations et des famines, c'est que quand l'environnement d'un pays est complètement épuisé, qu'il ne parvient plus à fournir la nourriture et l'eau dont ses habitants ont besoin, ceux-ci se mettent à mourir et à réduire la taille de leur famille, jusqu'à atteindre des niveaux parfois presque impensables. Les spécialistes pensent par exemple que c'est l'épuisement de leurs écosystèmes naturels et de leurs terres agricoles
qui a provoqué l'effondrement de la civilisation et des populations mayas du Yucatan. La même chose serait arrivée à l'île de Pâques et à la civilisation cambodgienne d'Angkor. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que de tels effondrements de population sont complètement involontaires et dépendent uniquement de l'état des environnements. Dans le domaine démographique, comme dans beaucoup d'autres, on peut s'arrêter quand on monte, mais jamais quand on descend. Comme nous l'avons montré dans la dernière vidéo, c'est le sort qui attend l'humanité entière au cours des prochains siècles. En effet, tant que nos populations ne seront pas redescendues à des niveaux écologiquement viables, il y aura toujours de moins en moins de bébés, surtout dans les pays les plus surpeuplés et les plus pollués. C'est déjà en train d'arriver en Chine. Quant aux milliards de personnes âgées que nos gouvernements en faillite auront abandonnées à leur sort, elles vont être tellement mal alimentées qu'elles vont mourir toujours de plus en plus jeunes de maladies aussi simples que la grippe. Et tout cela se fera sans tambour ni trompette dans le silence des familles et des hôpitaux. Notons que ce genre d'hécatombe massive et silencieuse de personnes âgées se sont souvent produites dans le passé, même dans des pays où il n'y avait pas de famine. C'est arrivé, par exemple, en Russie, après l'effondrement du communisme, comme vous pouvez le constater avec ce graphique. Si c'est comme ça, c'est parce que quand il y a une crise majeure, les individus qui sont en âge et en état de travailler se voient forcés, pour survivre, de penser d'abord à eux-mêmes. Autrement dit, dans l'avenir, le chômage, la pauvreté et l'hyperinflation que produira l'éclatement des multiples bulles financières que créent nos gouvernements actuels vont surtout être meurtriers pour les plus vieux. Comme la dépression économique va toucher l'ensemble de la planète, l'émigration massive, du moins dans les pays très lointains, ne sera plus une option viable, et ça pour au moins 3 raisons. D'abord, parce qu'il n'y aura plus d'emplois disponibles dans les pays développés, même pour les natifs. Ensuite, parce que les migrants qui y vivront, et qui seront eux aussi en chômage, n'auront plus les moyens d'y faire venir leur famille. Et enfin, parce que les services d'aide aux démunis et aux réfugiés ne fonctionneront plus faute d'argent. On l'a bien vu lors de la Grande Dépression économique des années 1930, où l'immigration en Amérique du Nord s'est presque arrêtée. En fait, l'immigration n'a jamais été un moyen efficace de lutter contre la surpopulation. Si l'Europe surpeuplée des derniers siècles a connu tant de guerres fratricides, alors que logiquement ces surplus de population auraient pu émigrer dans les 3 Amériques, c'est parce que les habitants de ces pays riches et vides avaient besoin de beaucoup de temps pour bâtir les maisons, les usines et tout ce qu'il fallait pour accueillir des dizaines de millions d'immigrants. Quand, dans un pays, les individus en âge de travailler ne peuvent plus trouver d'emploi, ne peuvent plus émigrer ou ne peuvent plus faire face à la misère et à la faim, ils deviennent de plus en plus agressifs, ce qui mène à la multiplication des manifestations, des émeutes et des saccages. Comme la situation environnementale ne fera que se détériorer au cours des décennies à venir, ce genre de conflits sociaux devrait se multiplier, surtout dans les pays les plus désorganisés. C'est précisément ce qui est en train d'arriver dans un pays en faillite comme le Venezuela, où le chômage et l'inflation sont devenus incontrôlables. Or, si ce genre de situation perdure, le pays finit presque immanquablement par sombrer dans la révolution ou la guerre civile. On le voit bien dans les pays où des régions entières échappent désormais au contrôle des gouvernements et où l'anarchie s'est installée avec les destructions, les viols, les meurtres, les nettoyages ethniques, voire les génocides que cela implique. On n'a qu'à songer aux multiples guerres oubliées de l'époque actuelle, par exemple celles qui font rage dans la région surpeuplée des Grands Lacs africains où les morts se comptent déjà par millions. Pour éviter de se faire massacrer par des foules en colère, les dirigeants d'un pays en crise s'arrangent souvent pour faire tuer leurs compatriotes les plus menaçants en créant des guerres extérieures. Il faut dire qu'ils ont rarement à chercher très loin un ennemi, étant donné que la plupart des peuples du monde entretiennent des conflits plus ou moins ouverts avec leurs voisins. Les Français et les Allemands se sont massacrés pendant de longs siècles. Les Iraniens et les Arabes se détestent.
les Chiliens et les Argentins ne s'aiment pas beaucoup, alors que les Chinois, qui se souviennent des massacres de la Deuxième Guerre mondiale, estiment avoir quelques petits comptes à régler avec les Japonais. Chose intéressante, la seule caractéristique qui soit commune à toutes les guerres, je parle des vraies guerres ici, c'est le fait qu'elles tuent ou handicapent de futurs pères de famille. Autrement dit, si dans l'avenir, la dénatalité va beaucoup diminuer le nombre des bébés et l'abandon le nombre des personnes âgées, la guerre, elle, servira surtout à réduire le nombre des jeunes chômeurs. C'est d'autant plus vrai que, comme vous pouvez le vérifier avec la bibliographie que j'ai mise à la fin de la vidéo, l'UNICEF rapporte que 90% des morts dans les guerres de l'ère moderne sont des civils. Il faut dire que cette statistique-là n'a rien pour surprendre, étant donné qu'il est beaucoup plus facile et sécuritaire de tuer des civils désarmés que des soldats qui se tiennent derrière des mitrailleuses. Dans la guerre moderne, les guerres urbaines sont particulièrement meurtrières, aussi bien pour les civils que pour les combattants. Si c'est comme ça, c'est bien sûr parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les villes et parce qu'on y trouve tellement d'obstacles qu'il est facile d'y tendre des embuscades. Mais c'est aussi parce que les constructeurs des villes ont tendance à abuser de la géométrie, ce qui facilite les massacres. Les stades sportifs en sont de très bons exemples, puisqu'ils ont été conçus et construits pour que tous les spectateurs puissent voir ce qui se passe sur le terrain. Dans un stade sportif, on ne voit que les têtes des spectateurs, c'est-à-dire la partie la plus vitale de leurs organismes, ce qui fait qu'une bombe suffisamment puissante qui exploserait au milieu d'un stade de football tuerait presque tout le monde. On a pu constater un phénomène du même genre, mais à une autre échelle, dans la Nagasaki de 1945, qui avait été construit dans une sorte de cuvette naturelle et où la vaste majorité des habitants ont été tués sur le coup. Dans certains pays, une seule bombe conventionnelle placée à un endroit stratégique serait en mesure de tuer une grande partie de la population. L'Égypte nous fournit peut-être l'exemple le plus spectaculaire de ça, étant donné que la vaste majorité de ses 95 millions d'habitants vivent dans la vallée encaissée du Nil qui est longée sur ses deux rives par une série de montagnes et de collines. Le problème ici, c'est que dans les années 60, on a construit au bout du Nil le barrage d'Aswan qui retient les milliards de mètres cubes d'eau du lac Nasser. Or, si un assaillant faisait exploser une bombe suffisamment puissante au fond de l'eau et à la base de ce barrage-là, il céderait et libérerait un tsunami de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui foncerait à toute allure dans la vallée encaissée du Nil, un peu comme une balle dans le canon d'un fusil, ce qui tuerait des dizaines de millions d'Égyptiens. Remarquons ici que la guerre moderne a complètement changé de nature depuis la fin du 19e siècle. Jusqu'à ce moment-là, en effet, les armées utilisaient un armement relativement peu puissant et finissaient ordinairement par s'entretuer avec des lances, des épées ou des baïonnettes. Les armées pensaient alors en deux dimensions, c'est-à-dire que les armées attaquantes essayaient de se battre sur des champs de bataille le plus plat possible, alors que l'armée attaquée, qui était plus faible, cherchait à se cacher dans les hauteurs ou derrière des collines, des rochers ou des forêts, pour ensuite tenter d'attirer l'ennemi le plus loin possible de ses bases, pour ensuite l'épuiser avec des escarmouches et des embuscades continuelles. Autrement dit, l'armée attaquée essayait alors d'absorber l'énergie de l'attaquant en lui opposant de la matière, de l'espace et du temps. Ces guerres en deux dimensions ont duré jusqu'à la révolution militaire du 20e siècle où les armées se sont mises à utiliser systématiquement la troisième dimension en employant des avions, des sous-marins, des missiles de croisière, des missiles intercontinentaux ou des satellites. Comme ces armes-là peuvent frapper de très loin, les armées modernes évitent de les concentrer, comme elles le faisaient avec l'artillerie d'autrefois, de façon à ne pas en faire des cibles. Elles préfèrent les disperser sur de vastes territoires et concentrer leurs tirs sur des cibles ennemies qui, elles, sont fixes, par exemple le centre de la capitale ennemie. Les guerres modernes, et ça c'est indicatif de l'épuisement rapide des ressources terrestres, se font d'abord et avant tout pour contrôler des matières premières rares et essentielles comme le pétrole.
Le pétrole, c'est ce qui nous fournit la majeure partie de l'énergie qu'utilisent les sociétés modernes. Et on en utilise vraiment beaucoup, ce qui est parfaitement évident lorsqu'on regarde la Terre la nuit à partir de l'espace. Sans le pétrole, le Moyen-Orient ne serait pas à feu et à sang, et les grandes puissances ne s'affronteraient pas dans les détroits où sont obligés de passer les superpétroliers qui alimentent la planète. C'est d'ailleurs parce que les États-Unis sont une grande puissance maritime et qu'ils contrôlent la majeure partie des détroits du monde que tant la Russie que la Chine, qui sont des puissances continentales, construisent présentement un vaste réseau de pipelines en Eurasie. Et c'est pour empêcher que ces pipelines-là ne passent par une région centrale comme le Moyen-Orient que les militaires américains y entretiennent toutes sortes de guerres civiles. Nous disions tantôt que la guerre avait changé de nature avec le 20e siècle. C'est encore plus vrai si on tient compte de l'invention d'armes de destruction massive comme les bombes atomiques, radiologiques ou bactériologiques. Ces armes-là, dont le nombre et la puissance ne cessent d'augmenter, sont tellement dangereuses que depuis 1945, aucun État n'a osé s'en servir. En fait, les armes atomiques sont devenues des armes de nature purement défensive. Même un petit pays pourrait rendre son territoire inattaquable en se dotant d'une poignée de sous-marins nucléaires d'attaque, c'est-à-dire des armes qui peuvent se cacher n'importe où et, si nécessaire, pendant des mois, parmi les innombrables montagnes qui tapissent le fond des mers et des océans les moins profonds. Évidemment, une situation pareille ne pourra pas durer un millénaire ou même un siècle, étant donné que les dangers d'accident ne cessent d'augmenter avec le nombre d'armes atomiques en circulation. À ça s'ajoute le fait qu'en cas de crise, les êtres humains qui n'ont pas évolué du tout depuis la préhistoire pourraient avoir des réactions tout à fait imprévisibles. Comment réagirait par exemple une puissance nucléaire comme Israël, dont la population est obsédée par les massacres nazis, si son armée venait à perdre une guerre conventionnelle? Et comment réagirait le dictateur d'une petite puissance nucléaire comme la Corée du Nord si un État faisait l'erreur de l'acculer dans ses derniers retranchements? N'oublions pas qu'Adolf Hitler, dans ses derniers jours, a ordonné la destruction des infrastructures de l'Allemagne dans le but évident de l'entraîner avec lui dans sa chute. Enfin, il y a les terroristes qui rêvent tous de se procurer des armes aussi spectaculaires pour détruire les métropoles des plus grandes puissances du monde. On parle ici d'un 11 septembre multiplié par 1000. Comme disait je ne sais plus qui, je ne crains pas l'homme qui a 1000 bombes atomiques, mais énormément celui qui n'en a qu'une seule. Compte tenu du courage et de la détermination des terroristes modernes qui n'hésitent pas à se faire exploser pour tuer une poignée d'ennemis, il est certain qu'ils vont un jour réussir à se procurer des armes atomiques et qu'ils vont s'en servir contre de grandes villes comme New York ou Shanghai. C'est absolument inévitable, étant donné qu'il est impossible d'inspecter les millions de voitures et de camions qui traversent chaque jour ces villes-là, les milliers d'avions qui les survolent et surtout les milliers de conteneurs provenant de l'étranger qui pénètrent quotidiennement dans leurs ports. La situation actuelle est d'autant plus intenable qu'à l'époque même où les armes de destruction massive se répandent dans une foule de pays, l'humanité crée un peu partout des cibles payantes pour de telles armes en se concentrant par milliards dans une foule de métropoles dont beaucoup comptent désormais plus de 20 millions d'habitants. À ça s'ajoute le fait que les grandes villes modernes ont été conçues pour produire efficacement, ce qui fait que leur destruction va être très efficace pour affaiblir les pays où elles sont situées. Rendez-vous compte, la plupart des grandes villes modernes sont situées à des carrefours stratégiques, c'est-à-dire, par exemple, sur un fleuve qui est situé sur une plaine côtière comme New York, sur un détroit comme Istanbul, ou à une jonction de rivières comme Pittsburgh. D'autres encore sont des villes de premier pont comme Québec, vers lesquelles convergent les routes d'une région entière. Enfin, beaucoup, comme Montréal, sont installés dans des plaines agricoles qui nourrissent des millions de personnes. Toutes les grandes villes modernes occupent également le centre d'un vaste réseau de communication qui comprend des voies maritimes, des ports, des canaux, des voies ferrées, des tunnels, des lignes de haute tension, etc. Autrefois, les gens disaient tous les chemins mènent à Rome, et cette image-là est toujours valable. Ça veut dire que
qu'après la destruction ou l'irradiation d'une ville comme New York, ça sera beaucoup plus difficile, coûteux et dangereux d'aller par exemple de Boston jusqu'à Philadelphie. Détruire une ville stratégique de cette importance revient à détruire une région entière. Dans le cas de New York, où on trouve Wall Street, c'est l'ensemble de la planète qui serait affecté. Nos grandes villes regroupent également la plupart de nos sièges sociaux, de nos services financiers, de nos universités, de nos laboratoires, de nos meilleurs hôpitaux, sans parler de la plupart de nos décideurs, de nos penseurs et de nos ingénieurs. On imagine l'immense vide humain que créerait la disparition brutale de la classe intellectuelle de tout un pays. Dans le cas de Paris ou de Moscou, ce serait encore pire, étant donné que ces villes-là abritent également des gouvernements nationaux. Nos grandes villes abritent également la plupart de nos usines, de nos entrepôts et de nos stocks de matières, de produits chimiques dangereux. Or, faire exploser tout ça avec une bombe atomique artisanale créerait un immense nuage de fumée toxique qui irait s'ajouter aux retombées radioactives produites pour empoisonner d'immenses territoires. Au point de vue militaire, comme aucun chef d'État ne sera assez suicidaire pour se lancer dans une guerre nucléaire d'envergure, il est probable que la puissance qui aurait été attaquée par des terroristes atomiques devra se contenter de détruire une ou deux villes situées dans des pays sans armement nucléaire, en plus, bien sûr, de tuer en secret tous les terroristes potentiels qui auront été repérés, de même que ceux qui les excitent. Cependant, comme la grande puissance en question aura été très affaiblie et qu'elle ne pourra pas se venger efficacement, ça voudra dire qu'elle aura en fait perdu la guerre, ce qui va encourager les terroristes à recommencer. Je terminerai en disant que faire la guerre avec des armes aussi polluantes que des bombes nucléaires, c'est d'abord et avant tout faire la guerre à l'environnement. On s'en rend compte 100 ans après la bataille de Verdun, un endroit où les terres agricoles sont restées inutilisables et où les nappes d'eau souterraines sont toujours aussi polluées. Comme nos environnements naturels sont partout en déclin rapide, il est certain qu'à l'avenir, ils seront incapables de supporter une guerre nucléaire, même de faible envergure. Ce qui veut dire que lors de la prochaine dépression économique, l'humanité sera incapable de faire comme en 1939 et d'en sortir en se lançant dans une guerre mondiale. Nous allons donc continuer à nous entretuer, comme nous le faisons depuis toujours, dans de petites guerres régionales. Mais ce ne seront pas ces guerres-là qui feront le plus de victimes, mais leurs conséquences. Nous parlerons de tout ça dans la prochaine vidéo. Est-ce que la présente vidéo vous a intéressé? Si oui, recommandez-la à vos amis et connaissances. Et lisez mon livre, c'est pour ça que je l'ai écrit. À la prochaine!